Bonjour à tous et à toutes. Donc, je remercie les organisateurs, en particulier Laurence Matet, que j'ai toujours plaisir à revoir. Voilà, donc c'est vrai que c'est un petit peu différent peut-être par rapport aux communications de ce matin et celles qui vont suivre. Mais je crois que ce qui était intéressant, c'est justement de savoir un peu, de faire le point de ce que l'on sait en tant qu'archéologue sur ces périodes anciennes, sur ces périodes dites des origines. Et ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui, alors je n'aurai pas beaucoup de diapositives parce que malheureusement le muséum, nous avons été piratés, donc j'ai perdu tout mes PowerPoint. Et donc, déjà, le sujet, évidemment, vous vous en doutez, ce serait très difficile et ça serait malhonnête de vous parler de l'âme, de savoir comment ces premiers humains préhistoriques envisageaient justement ce déplacement des âmes. Et donc, je crois qu'il faut être honnête et dire qu'on ne sait pas tellement. On peut mettre en évidence, si vous voulez, les rites funéraires, on peut avoir quelques fenêtre sur cette question, mais on n'a pas du tout de choses très claires comme vous pouvez avoir, enfin les personnes qui ont parlé ce matin ou après moi peuvent avoir. Donc là, c'est vraiment un éclairage un peu différent, mais j'espère qu'il va vous intéresser. Donc c'est une vraie difficulté pour nous, parce que nous, on travaille sur le terrain, on fait les fouilles archéologiques, on sort du matériel et on analyse ce matériel. Donc évidemment, tout ce qui est non fossilisé, donc qui ne se conserve pas, c'est très difficile pour nous de nous avancer très très loin justement sur cette notion par exemple d'âme. Est-ce qu'il y avait cette conscience ou pas? Bon, mais on a quand même quelques renseignements, je vais vous en parler. L'autre difficulté aussi, c'est que, et je vous le dis tout de suite, je ne suis pas favorable au comparatisme ethnographique, parce que je sais que ça se pratique. Autant je suis favorable pour les gestes techniques, ça c'est important, c'est-à-dire que quand je regarde, moi j'ai vécu chez les Saintes du Kalahari pendant 3 mois au Botswana, et c'est vrai que c'est intéressant pour moi de voir les gestes techniques, comment on fabrique un arc, comment on chasse, etc. Mais tout ce qui est comportements sociaux et toute la cosmogonie, il y a une évolution. Ces peuples-là, même s'ils sont au niveau de l'économie encore un peu, parce qu'il y en a de moins en moins chasseurs-cueilleurs, ne sont pas des humains préhistoriques fossilisés. Ça, je tiens à le dire, pour moi, c'est un biais scientifique, et c'est aussi au niveau éthique, ça me choque beaucoup. Voilà. Ils ont 10 000 ans d'histoire, eux aussi. Donc, voilà, je voulais éclaircir ça, parce que je sais que certains collègues se servent beaucoup de ce comparatisme ethnographique. Alors, donc, déjà, la période dont je vais vous parler, ça va être surtout, bien sûr, les données de la période relativement récente de cette préhistoire. Les chasseurs-cueilleurs, donc nomades, sont regroupés dans ce qu'on appelle le paléolithique, et après il y aura le néolithique. Et donc là, bien sûr, les données les plus importantes sont ceux que l'on a pour les Néandertaliens et les premiers humains modernes. Donc je vais vous aborder cette question parce que les premières traces sont en Europe et au Proche-Orient, donc ce sera ces 2 régions dont je vais vous parler. Alors, autre chose aussi importante, c'est qu'en fin de compte, les traces que l'on a, il faut que ça soit fossilisé, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait du matériel, hein, sinon on raconte des belles histoires. Et ça, il y a plein de rites funéraires qui laissent très peu de traces, voire pas de traces. Donc, évidemment, quand on va parler de ces premiers rites, c'est les premiers que nous pouvons observer. Ça, c'est un point aussi important, je voulais vous dire. Ça ne veut pas dire que c'était les plus anciens, c'est en tout cas ceux que l'on peut observer, comme notamment l'inhumation, hein, c'est-à-dire les sépultures. Il y a probablement eu des rites très particuliers, j'en citerai juste un. Nous avons, dans une période très ancienne, il y a à peu près 430 000 ans, un phénomène très intéressant où ça se passe en Espagne, il y a un avenne et a été déposé dans cette avenne d'une façon pas jetée, mais vraiment déposée, avec des cornes probablement, 28 individus. Et nous avons comme seul objet, un très bel objet, un biface taillé, magnifique, qui n'a pas servi et qui a été mis aussi avec ces corps. Donc probablement, là, nous avons affaire à quelque chose en lien avec les défunts. Mais
Voilà, on s'arrête là, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller plus loin. Donc peut-être que ça, c'est parmi les plus anciens rituels. Alors, qu'est-ce que l'on peut mettre en évidence? Pour l'instant, on a mis en évidence l'inhumation, bien sûr, les sépultures, l'inhumation en 2 temps, dont je reparlerai. Nous avons aussi des traces d'un rite particulier. Alors nous, on donne les termes qui sont utilisés, bien sûr, pour les peuples contemporains, et qu'on appelle culte des crânes ou culte des ancêtres, je vais vous en parler, et l'endocannibalisme. Nous n'avons pas, pour l'instant, en tout cas dans cette période, de traces de crémation ou d'incinération. Alors, cette inhumation en 2 temps, nous avons beaucoup travaillé sur les squelettes, sur les restes humains, pour trouver des traces, des marques qui peuvent témoigner de ces rites, notamment de ce rite, par exemple, d'inhumation en 2 temps. Et nous avons donc trouvé, en fin de compte, quelques sites qui montrent qu'il y a vraiment eu un premier enterrement ou bien laissé à l'air du cadavre, et ensuite on a eu des traces laissées donc par le silex, par les outils lithiques, des traces qui montrent qu'il y a eu décharnement dans un second temps, récupération donc de certaines parties des corps et enterrement. Donc ça, c'est une donnée qui est bien connue. Bien sûr, je pense que tous les ethnologues connaissent ce processus de rite d'inhumation. Et donc, ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir qu'on a déjà, dans ces périodes-là, donc on se situe ici vers à peu près 130 000 ans, on a déjà des traces d'un rite quand même assez sophistiqué, donc en deux étapes, ce qui est quand même quelque chose, pour moi en tout cas, d'intéressant. Malheureusement pour nous, on est confronté à un problème méthodologique pour séparer ce rite d'inhumation en 2 temps, qui laisse donc des traces de silex, de découpe, de décharnement notamment sur un canal, avec l'endocannibalisme. Parce que là, c'est la même chose, nous avons donc des traces de traitement des corps donc par des humains et qui laissent des traces assez identiques. Donc on a par moments des difficultés. Alors c'est clair que là, je ne vais pas vous montrer toutes les méthodes, c'est très compliqué. Nous avons bien sûr trouvé des critères qui permettent en tout cas d'envisager ces 2 hypothèses, mais actuellement, nous avons quelques sites qui sont sûrs où il y a eu l'inhumation de temps et d'autres où il y a eu l'endocannibalisme. Et ça, c'est intéressant parce que aussi, ce cannibalisme, on en a pas mal de traces. Donc, je pense que j'ai mis... Voilà, pas mal de traces dans ces périodes anciennes. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que c'est une pratique qui est très ancienne. Je vous ai mis ici les premières traces de cannibales. Et là aussi, nous avons toute une méthodologie qui permet d'essayer de trouver quel type de cannibalisme on a. Est-ce que c'est du rituel? Est-ce que c'est justement de l'alimentaire? Donc on a ces moyens de voir, de faire ces différences. Et nous avons donc essayé de montrer que certains sites étaient probablement de l'endocannibalisme. Et dans cet endocannibalisme, en comparant là avec ce qu'on a comme données sur cette pratique, qui existait il y a encore peu de temps chez certains peuples, on a montré qu'il y avait cette pratique en tant que rite funéraire, et ça c'est quelque chose qui était aussi pour nous très très intéressant parce que ça fait partie de ces pratiques diversifiées. Et ça me permet de vous dire que la préhistoire, ça n'existe pas, c'est les sociétés préhistoriques. C'est-à-dire que là, nous avons énormément de sociétés parce que nous sommes sur le temps long et dans l'espace aussi. Donc, il n'y a pas d'archétype. Et ce qui est très intéressant, c'est de montrer justement qu'à cette époque-là, là je parle ces Néandertaliens ou ces premiers Homo sapiens, eh ben, il y avait déjà une grande diversité. Et ça, c'est important. Et c'est traduit par ces rites funéraires que nous avons donc mis en évidence dans certains sites, notamment d'Europe, plutôt Europe occidentale et Europe centrale, et un peu au Proche-Orient. Donc ça, c'est quelque chose qui, pour moi, était déjà une donnée importante à vous communiquer. Il y a aussi ce débat sur comment on peut mettre en évidence le fait qu'il y ait ce culte, entre guillemets, ce rite autour des crânes,
dit aussi des ancêtres, parce que nous avons des choses extrêmement intéressantes. Nous avons beaucoup dans notre matériel, hors sépulture, nous avons beaucoup de restes humains. Et nous avons constaté que énormément de restes étaient des crânes. Des crânes voilà, plus ou moins fracturés, mais des fois même conservés entiers. Et ça, c'était quelque chose qui nous a tout de suite interpellés parce que c'est pas quelque chose qui se conserve bien. Parce que c'est une boîte vide, donc c'est extrêmement fragile à tout ce qui peut se passer au cours de l'enfouissement, etc. Et donc c'était un premier constat. Ensuite, on a constaté que sur certains de ces crânes, nous avions des incisions qui montraient que ça avait été enlevé d'un corps, ça avait été sectionné donc au niveau des premières cervicales. C'était une première donnée. Et nous avons eu la chance de trouver, en fin de compte, des sites qui montrent justement, comme ici à Kébara, qui montrent qu'on a seulement le squelette et on n'a pas la tête, qui montrent que la tête a été prélevée, a été emportée, donc ailleurs. Et ça, c'est intéressant. On a des crânes isolés et on a ici plusieurs cas où on a justement le squelette sans le crâne et avec ces marques donc, qui permettent de séparer le crâne donc, du reste du corps. Donc vous voyez, ça c'est quelque chose qui est là aussi important parce que c'est souvent lié, ces cultes, à des mythes fondateurs, à la remise en mouvement lors de cérémonies autour de ces crânes, de mythes fondateurs. Donc c'est quelque chose qui crée du lien social, qui est très très fort pour la communauté. Et ces peuples-là vivaient en petits clans de 30 à 50 individus. Et toutes ces pratiques, en fin de compte, là, solidarisent les individus au sein de ces communautés. C'est quelque chose d'important. Donc probablement, on le sait après, bien sûr, avec l'art, il y a des mythes fondateurs pour tous ces clans, il y a des histoires particulières de ces clans qui sont transmises de génération en génération et probablement, donc, beaucoup de ces rites sont liés aussi à ces mythes fondateurs. Alors, bien sûr, la plus grande partie, enfin, la plus importante au niveau notamment des données que nous avons sur les différents rites et rituels, c'est bien sûr l'inhumation. C'est-à-dire que nous avons des sépultures. Maintenant, nous en avons pas mal. Un peu plus pour les Homo sapiens, c'est-à-dire pour nos ancêtres directs que pour les Néandertaliens, mais nous en avons quand même qui nous permettent d'avancer des choses très intéressantes. Notamment, déjà, le fait que les plus anciennes sépultures ont été découvertes au Proche-Orient. Et c'est intéressant, c'est en Israël, Palestine, Irak. Et c'est intéressant parce que c'est une région où il y avait à la fois, il y a à peu près 120 000 ans, il y avait à la fois les Néandertaliens et les hommes modernes. Et c'est probablement là que se sont croisés. C'est pour ça que nous, les Eurasiatiques, nous avons entre 1 et 3% de gènes néandertaliens. Donc c'est une région où se sont côtoyés et on observe que leur culture était proche et notamment, quasi en même temps, ils ont enterré leurs morts. C'est-à-dire qu'ils ont fait le même traitement. Ils ont fait des sépultures. Et là, les plus anciennes donc, sont il y a 140 000 ans. Donc il y a probablement eu des rites funéraires avant, mais en tout cas au niveau de l'inhumation, c'est-à-dire de la mise en terre, la présence de sépultures atteste que c'est il y a au moins 140 000 ans. Néandertaliens et Homo sapiens, ça c'est important. Alors ces inhumations sont riches d'informations et lorsqu'on regarde, lorsqu'on fait un petit bilan, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de sélection en fonction du sexe. C'est-à-dire que nous avons autant de sépultures masculines que féminines. Nous avons beaucoup de sépultures d'enfants, énormément, et même de fœtus. Dans la grotte de la Ferracie en Dordogne, nous avons des fœtus de Néandertaliens. Et ça, c'est quand même quelque chose de très fort. Donc, il n'y a pas de sélection, il n'y a pas de différence non plus, je viens de vous le dire, au niveau des âges, parce que nous avons tous les âges, des très jeunes comme des plus âgés. Donc, là, on ne voit pas de sélection, un tri, si j'ose dire, entre les individus. Autre chose qui est intéressant, c'est quand on regarde la disposition des corps.
Et la disposition des corps, alors je ne sais pas si je l'ai mis peut-être plus loin. Voilà, la disposition des corps qui est majoritaire, mais vraiment très fortement majoritaire, que ce soit chez les Néandertaliens ou les Homo sapiens, c'est la position dit en chien de fusil, dit fétal, enfin, et ça c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui est probablement porteur, là aussi, de symboles. C'est-à-dire que c'est une position qu'on connaît tous, donc ce retour, ce lien entre la mort et la fécondité, la position fétale, la naissance et la mort. Donc ça, c'est intéressant de voir que c'est déjà là. Et que dans 80% à peu près, nous avons cette position. L'autre chose aussi, c'est quand on regarde la disposition des corps, et aussi lorsqu'on regarde, en fin de compte, les parures, les parures vestimentaires ou corporelles. Et on a quelque chose d'intéressant, c'est de voir que là aussi, on ne va pas dire que les morts sont en apparat, mais très souvent, ils ont des éléments de parure. Soit sur la tête, comme ici, la petite Homo sapiens, qui montre que c'est des coiffures de coquillages, mais de coquillages rares. Donc c'est quelque chose de précieux. Et souvent, les parures comme ça apparaissent comme étant extrêmement précieuses. Et évidemment, elles sont beaucoup plus abondantes chez les Homo sapiens que chez les Néandertaliens, qui, eux, avaient très peu de parures. Mais j'attirerai votre attention aussi sur l'ocre. Et beaucoup de sépultures, il y a de l'ocre. Et pas de l'ocre jaune. Non, très souvent, c'est l'ocre rouge. C'est de l'hématite. C'est-à-dire que là, le symbole aussi est fort, puisqu'il est souvent associé donc, à la couleur du sang. Donc là aussi, mort et vie sont associés. Et pour nous, c'est quelque chose d'intéressant. Soit on a carrément le corps qui est sur une couche, le fond de la sépulture, si vous voulez, de la fosse, est ocré, et on disposait le corps, soit c'est certaines parties du corps, parce que je vous le répète, ce sont des sociétés multiples, donc forcément il y a des différences dans les rituels, soit c'est une partie du corps, comme ici, par exemple, c'est le crâne, qui a été ocré. Alors souvent, c'est aussi les vêtements. Donc on a vraiment cette association dans pas mal de sépultures entre l'ocre, la présence de l'ocre et la présence des défunts. Toujours en regardant les sépultures, nous voyons aussi que soit sur la sépulture, soit à proximité, nous avons des foyers. Donc voilà, qui sont attestés. Ça veut dire que le feu, là aussi, dans certaines sociétés, était associé donc à ces rituels. Et ainsi que, lorsqu'on a en même temps les traces de ces foyers, plus des ossements d'animaux qui sont brûlés et tout, probablement un vestige de repas funéraires. Donc pour nous, là aussi, c'est intéressant de voir que parfois, il y avait aussi des repas funéraires. Alors, l'ornementation corporelle et vestimentaire est extrêmement variée. Donc, on a vraiment tout. On a des coiffes, on a des bracelets, on a des colliers. Bon, c'est très, très riche, surtout, bien sûr, chez les Homo sapiens. Donc, ça, c'est quelque chose qui montre, là aussi, une attention vis-à-vis de ces défunts. Alors, autre indication, c'est que, dès ces périodes-là, dans certains de ces sépultures, nous avons des dépôts funéraires. C'est-à-dire qu'on va mettre des objets, on va associer aux défunts des objets. Et là aussi, on a une grande diversité de ces objets. Ça peut être des pierres, des outils taillés remarquables, souvent qui n'ont pas été utilisés. Ça peut être des armes de chasse. Ça peut être aussi des sculptures, des petites statuettes, des morceaux d'animaux, des morceaux de défense de mammouth. Bref, une grande variété d'objets qui atteste là aussi d'une attention vis-à-vis de ce défunt, d'une transmission d'informations ou de symboles. Je prendrai juste un cas, c'est le cas des parties animales qui sont jointes au défunt. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir, c'est qu'en fin de compte, on n'a pas, comme on verra plus tard, de sacrifice d'un animal sauvage.
Parce que là, on n'est que dans du sauvage, hein, c'est que des animaux sauvages et des chasseurs, il n'y a pas de domestication, et on s'aperçoit en fin de compte qu'il n'y a pas eu ce qu'on verra plus tard, pour le défunt, de sacrifice d'un animal. Par contre, on a des morceaux d'animaux, soit des morceaux de carcasse, peut-être voilà, peut-être c'était pour justement alimenter le défunt dans son voyage, soit des objets ou des parties de l'animal, comme ici des bois de cervidés. Donc il y a vraiment quelque chose là aussi qui est très diversifié, qui est forcément en lien avec ces différences de société. Alors, il faut que je me dépêche parce que ça passe très très vite. Et donc, là, ce que je voulais vous dire aussi, que très souvent, au paléolithique moyen avec les Néandertaliens, on a essentiellement des sépultures où il y a un seul individu, c'est très rare, il y en a quelques cas, comme à la Ferracie dont je vous parlais tout à l'heure, mais sinon, c'est souvent un individu. Alors qu'avec les Homo sapiens, on peut en avoir 2, 3, 4. Donc vraiment là, c'est tout à fait différent. Et tout à l'heure, je vous parlais justement des choses très intéressantes. Ici, je vous montre un homme qui a été découvert à Sungir en Russie et qui porte un vêtement extraordinaire puisqu'il avait cousu sur son habit 1330 perles en ivoire de mammouth. Donc c'est vraiment un homme en apparat, donc une richesse absolument extraordinaire. Alors, je sais que je n'ai pas beaucoup de temps, mais je voudrais vous signaler quand même quelque chose d'intéressant, en lien là aussi peut-être avec toute une symbolique, avec une relation très particulière. Nous avons quelques cas où il y a des sépultures qui sont au pied de parois, où il y a une représentation notamment d'un animal. Et quand j'ai étudié ces sépultures, quand j'ai travaillé sur notamment la place des femmes dans ces sociétés préhistoriques, je me suis aperçue qu'il y avait une correspondance intéressante, c'est qu'il y avait la sépulture féminine, et puis au-dessus, il y avait un cheval. Et là, c'était intéressant parce que si on suit l'hypothèse émise par le roi Gourand, par exemple, le cheval est masculin, et donc ça serait peut-être cette espèce de double, hein, de couple d'opposés, comme il a appelé ça, moi je dirais de complémentarité, et ça c'est intéressant parce qu'on le retrouve dans 4 cas quand même, donc c'est quelque chose que je voulais vous signaler, cette association entre la sépulture féminine et le cheval qui est peint. Je ne pourrais pas non plus développer évidemment tout ce que je vous dis, mais je voudrais aussi vous signaler ce fait, c'est qu'il y a des restes humains qui ont été utilisés. Alors des fois, bon, évidemment, c'est des utilisations, voilà, comme outils, comme objets un peu voilà, domestiques, sans grand intérêt. Mais il y a eu aussi il y a eu aussi des calottes crâniennes, et ça, je voulais vous en parler, parce que très souvent, on a rapidement fait le lien en disant, oui, en fin de compte, c'est comme certains vikings, tout ça, ou celles qui mangeaient, qui buvaient, pardon, dans ces calottes de leur ennemi, tout ça. Non, c'est un peu rapide, et je pense que là aussi, il y a tout un travail à faire, une réflexion à faire, parce que c'est peut-être autre chose, c'est peut-être là aussi, en utilisant ces gobelets, ces coupes de crâne, c'est peut-être aussi une forme de rituel, ça rentrait peut-être dans un rituel, voilà, lors d'une cérémonie, on ne peut pas l'exclure. Pour conclure, je vois, j'en fais les gros yeux, voilà, pour conclure, j'aurais voulu dire plein de choses, et là je suis obligée d'aller très très vite, mais ce qui est intéressant, c'est non seulement bien sûr que tous ces rites sont diversifiés, mais en évidence qu'il y a ces périodes, parce que souvent on a une vision, enfin beaucoup de gens malheureusement ont une vision assez noire de la préhistoire, ce qui est complètement ridicule. Ces périodes-là sont extrêmement riches, des sociétés qui sont déjà très complexes. Et donc de mettre en évidence qu'il y avait tous ces comportements et qu'il y avait déjà vis-à-vis des défunts un comportement, des rituels, et ça me paraissait important. Et le questionnement qui est posé aussi par ces sépultures, notamment par ces inhumations, c'est de dire mais il en manque. C'est-à-dire est-ce que la question qui se pose, est-ce qu'en fin de compte tous les individus étaient inhumés? Parce qu'on trouve des cas où on voit qu'il y a des restes humains et il y a des restes dans le même niveau et des restes et une sépulture, par exemple. Donc c'était des questions et certains se sont penchés de savoir s'il y avait déjà, à partir de ce traitement différentiel des individus, est-ce que ça pouvait montrer une inégalité déjà
une hiérarchie dans ces sociétés. Donc on a beaucoup glosé, il y a eu beaucoup de, voilà, des gens des collègues pour, des collègues contre. Et c'est vrai qu'il faut souligner ça. Il n'y a pas beaucoup par rapport au nombre, aux milliers d'années et tout, ça ne fait pas énormément de sépultures, alors qu'en grotte, etc., en abri, on a une très bonne conservation. Donc c'est une question qui se pose, mais il y a plein d'autres raisons que je ne peux pas vous énumérer ici, qui peuvent expliquer ça. Est-ce que vraiment, dès cette époque-là, il y avait une différence de traitement des individus en fonction de leur position sociale? Donc c'est quelque chose qui est soulevé par ces études des rites funéraires. Je ne peux pas ici, bien sûr, développer ce que je pense. Je pense que là aussi, il faut envisager ces sociétés multiples et peut-être que dans certaines d'entre elles, il y avait déjà, on va dire, une certaine hiérarchisation, mais pas dans toutes et pas partout. Et c'est ça qui est important à souvenir. Donc notre travail, pour conclure, en fin de compte, qui est difficile pour une préhistorienne, pour un préhistorien, c'est de mettre, en fin de compte, de rendre visible l'invisible. Parce que nous, voilà, on peut vous montrer ça, mais on ne peut pas vous dire vraiment ce qui se passait, quels étaient les gestes, quels étaient les symboles et tout. Donc c'est extrêmement difficile et je crois que c'est un peu sur quoi il faut absolument travailler maintenant avec tous les nouveaux moyens d'analyse que nous avons. Je vous remercie. Merci.